Bonjour à tous, je suis Christy Sanson-Mandré, organisatrice du marché afro-caribéen. Depuis bientôt 2 ans, nous soutenons l'association Djena qui œuvre pour offrir aux étudiants du continent africain l'accès à une éducation de qualité, indépendamment de leurs moyens financiers. Djena ne se limite pas aux bourses, elle construit un réseau d'entraide et de mentors pour accompagner ces jeunes vers la réussite. Leur engagement est inspirant et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Les 22 et 23 mars, retrouvez-les au marché afro-caribéen pour en apprendre plus et pourquoi pas rejoindre cette belle initiative. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Seti de l'association Djena. Merci d'être avec nous. Bonjour Christy, merci de nous recevoir aujourd'hui et merci de nous donner l'opportunité de présenter Jenna, qui nous tient beaucoup à cœur, que nous portons depuis quelques années de cela. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Djena en quelques mots et nous expliquer comment est née cette belle initiative? Oui, oui, de façon assez succincte. En fait, Jenna, nous l'avons lancé en 2020 et l'idée, elle est venue, on va dire, par rapport à une quête de sens aussi, de se dire, bah, nous, on est issus de la diaspora, on vit en France, on garde un pied et un ancrage assez fort dans nos pays d'origine et on se demandait comment pouvoir contribuer de façon, on va dire, concrète et pragmatique à l'essor de notre continent et de nos pays respectifs, sans tomber dans le miséralisme et pour apporter des solutions qui vont apporter aucune réponse aujourd'hui, mais aussi des réponses sur le long terme pour le développement de l'Afrique. Et donc, pour ce faire, on a choisi d'investir dans la jeunesse africaine en apportant des bourses d'études à des jeunes qui sont en fin de parcours à l'université. Et l'idée, c'est de se dire, bah, OK, si on arrive à accompagner un jeune qui a déjà fait un bon parcours, mais qui attend juste l'aide qu'il faut pour passer, on va dire, à une étape un peu plus majeure de sa carrière, en fait, on sait que ces personnes-là, quand ils vont finir, pourront eux aussi accompagner beaucoup d'autres personnes et donc créer une vraie communauté et en fait un cercle vertueux d'entraide sur le continent. Et ces personnes-là aussi sont souvent des personnes assez clés dans la communauté parce que quelqu'un qui arrive à avoir un parcours avec un bac+5 et qui travaille localement a un fort impact sur la vie des communautés. Voilà, donc on a voulu vraiment créer un projet de ce type-là pour dire bah on va semer des petites germes, mais à coup sûr ces germes-là vont porter beaucoup plus de fruits parce qu'on va investir sur des personnes qui vont créer des résultats à plus large échelle que nous notre contribution quoi. Et donc on a créé le projet en 2020 de cette façon-là. D'accord. Justement, quelles sont les principales difficultés que rencontre la jeunesse africaine à l'accès à l'éducation supérieure? En fait, moi, je vais prendre l'exemple du cas que je connais le mieux, qui est le cas du Togo. En fait, généralement, donc au Togo, par exemple, on a deux grandes universités, une au nord et une au sud. Et donc, généralement, quand les gens vont à l'université, ils quittent leur famille. Donc, ils sont dans la grande ville, enfin, soit dans la capitale, soit dans la ville au nord où il y a l'université. Donc, déjà, il y a un éloignement fort des familles. Mais on n'a pas beaucoup de systèmes de job étudiants, de petits boulots qui peuvent accompagner les étudiants. Et déjà, pour les familles, accompagner les jeunes jusqu'à l'université, c'est déjà en soi un vrai, un vrai investissement. Donc, à ce moment-là, les parents se disent, bah, en fait, on a fait quand même pas mal. Donc, maintenant, tu es grand, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu ailles au bout de tes études avec tes propres soins et tes propres frais. Et donc, généralement, quand les jeunes arrivent en ville, c'est compliqué de se loger, c'est compliqué de se nourrir, payer les frais de scolarité, ils arrivent tant bien que mal, mais quand ils arrivent vers la fin du parcours licence, ça devient extrêmement compliqué parce que les frais de scolarité sont aux alentours de, on va dire, 500 euros à l'année pour un master, ce qui est assez colossal pour quelqu'un qui vit localement. Et quand on va dans une école privée, c'est encore deux, trois fois ce montant-là. Donc, il y a la scolarité et il y a la vie quotidienne, donc voilà. Donc, c'est assez compliqué à faire et on a beaucoup de gens qui lâchent, du coup, les études après la deuxième année ou la troisième année d'université parce qu'ils se disent, bah, c'est compliqué de joindre les deux bouts, de continuer à l'école. Et surtout que j'ai peu d'opportunités qui se présentent à l'horizon à court terme. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'on s'est dit qu'on va se concentrer sur ces populations-là parce qu'on se dit si la personne a réussi à arriver à avoir son bac dans ces conditions-là, à faire une première année ou une deuxième année d'université, c'est des gens qui ont déjà une grande volonté de réussite et donc il manque juste le petit coup de pouce en fait pour les aider à finir ce chemin-là. C'est comme ça que voilà, on s'est lancé. C'est pour ces raisons-là en fait, aussi. Alors, il y a cette raison-ci, mais il y a aussi l'importance de lutter contre une inégalité des chances. Oui, effectivement, c'est un bon point parce que dans le projet, il y a effectivement, on parle beaucoup d'éducation et d'accompagner des jeunes à finir leurs études, mais aussi c'est une façon de donner la chance à des gens qui ne peuvent pas le faire d'aller au bout. En fait, parce que oui, et ça a été de longues discussions au début du projet parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on allait vers ces personnes-là et vers le système éducatif, c'est que généralement ceux qui se retrouvent dans cette difficulté-là
c'est des gens qui n'ont pas de soutien financier et c'est des gens où l'avenir est assez fermé, quoi. Enfin, ils ont peu de perspectives d'évolution dans leur vie, dans leur carrière et même dans leur famille, c'est assez compliqué. Donc, en fait, l'éducation dans ces territoires-là reste encore aujourd'hui le vrai sujet qui permet de passer des paliers, on va dire de briser le plafond de verre qu'il peut avoir quand on est issu d'un milieu social assez défavorisé parce que comme peu de gens vont au bout et arrivent à avoir un vrai master dans la poche, bah, ceux qui en ont arrivent à s'insérer. C'est pas toujours facile, mais arrivent quand même à s'insérer. Et c'est souvent ceux qui s'en sortent plutôt bien mieux localement. Donc en fait, si je prends l'exemple de quelqu'un qui vient d'un petit village, qui arrive à avoir un bac+5, derrière, généralement, c'est le sauveur ou l'héros de la famille. Et derrière, c'est d'autres personnes, d'autres enfants qui sont inspirés, qui se disent, tiens, les études, ça peut me permettre de m'en sortir et il faut que je sois très sérieux, il faut que j'y aille au bout, quoi. Donc ça donne beaucoup de force et de courage. Donc effectivement, d'une part, ça permet à cette personne-là de sortir et de s'en sortir, enfin, de sortir de sa zone et en fait de briser le plafond de verre. Mais d'autre part, ça permet aussi à d'autres jeunes, à d'autres personnes de ce milieu-là, de ces familles-là, de se dire, bah tiens, si mon frère, mon cousin, mon grand cousin a réussi à faire ça, en fait, moi aussi, je peux le faire et du coup, je vais être sérieux dans mes études, quoi. Donc, voilà. Et concrètement, comment vous aidez les étudiants à atteindre leurs objectifs? Donc concrètement, en fait, nous on est, enfin, l'ADN du projet a toujours été d'être hyper pragmatique. Donc quand on s'est lancé en 2020, on a accompagné 5 étudiants avec une bourse de 1 000 € par an. Mais la bourse de 1 000 € par an, on ne la donne pas directement comme ça à l'étudiant. En fait, on signe avec l'étudiant un contrat de confiance dans lequel on reçoit, enfin on recueille ses besoins. Par exemple, quelqu'un qui va dans une école d'ingénieur au Togo, on dit, OK, donc tu veux aller à l'école d'ingénieur, voilà, les frais de scolarité, c'est potentiellement, entre guillemets, 600 €. OK, donc on va te payer tes 600 € à telle échéance-là. On va se calquer sur les facilités de paiement de l'école. On lui dit, par exemple, OK, bah, du coup, on va essayer de te mettre à disposition de l'argent à telle échéance aussi pour t'accompagner, t'aider à suivre. Mais tout ça en restant dans l'enveloppe de 1 000 €. Pour certains étudiants, c'est se dire, comme on avait un étudiant qui était en urbanisme et qui avait besoin d'un ordinateur qui puisse l'aider à faire ses croquis et toutes ses simulations. Donc lui, on lui a acheté un ordinateur qui peut faire cela. Et le reste des 1 000 €, on l'a investi dans ses frais de scolarité, dans son accompagnement. Donc la bourse, ça c'est une partie de l'accompagnement, mais la seconde partie, c'est le mentor. Donc chaque étudiant a un mentor, qui est quelqu'un qui connaît un peu son milieu, et qui a potentiellement aussi des relations localement qui peut l'aider à trouver un stage ou à créer des connexions. Donc, il accompagne pendant 2 ans. Donc, on accompagne les gens Master 1, Master 2 pendant 2 ans. Oui, on va Et revenir. la dernière... On va, Pardon? oui, oui, on va revenir sur le sujet parce que c'est important quand même d'en parler. Ouais, Mais ça- justement, oui. juste avant qu'on comprenne ce système de mentorat, il y a forcément des critères de sélection d'étudiants. Oui, 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 effectivement. En fait, donc, la première année, comme je le disais, on avait 5 étudiants. En fait, la sélection se fait sur dossier. Donc, les candidats nous envoient leur dossier. Donc, c'est quelques mois avant le début de l'année scolaire, donc août, septembre à peu près. Et donc je me rappelle pour la première sélection, on avait reçu près de 200 dossiers venant de plusieurs pays. Et en fait, la sélection se fait sur donc d'abord le parcours scolaire. Et on demande aussi aux étudiants de faire un mémoire de 5 pages dans lequel ils parlent un peu de leur personnalité, de ce qu'ils ont envie de faire, de leur projet personnel. Et si on leur demande quelle est leur vision sur l'évolution de leur communauté, de l'Afrique, en tout cas, on essaie de voir dans le mémoire, est-ce que c'est des gens qui ont envie d'impacter localement? Et en fait, donc, sur la base de ce dossier-là, on fait une première sélection. Cette sélection-là passe ensuite devant un jury. Donc, c'est 1 heure de questions, d'échanges, avec un jury composé de membres du JENA, de donateurs de JENA. Et après, il y a un comité qui se planche sur les dossiers, qui fait la sélection. Donc, c'est quasiment 3 semaines de charge de travail pour nous. Déjà pour éplucher les dossiers, ensuite faire la première présélection et la phase d'interview. Et c'est uniquement après la phase d'interview qu'on sélectionne les étudiants pour l'accompagnement, quoi. Donc, Et première année, c'était donc 5 sur à peu près 200 personnes, donc c'était très, très compliqué. Et on a fait
que 5 à l'époque, parce qu'on voulait vraiment s'assurer que ces 5-là, on pouvait les accompagner pendant 2 ans. Mm. On voulait sécuriser le fait que c'est au bout de 2 ans, il y a une vraie réussite de ce projet-là Oui. et qu'on voilà, on peut vraiment réellement faire quelque chose de bien, quoi. Et puis assurer qu'on avait aussi les fonds nécessaires pour le faire. Et comment vous assurez que l'aide profite bien à ceux qui en ont le plus besoin? Donc, en fait, il y a plusieurs aspects. Donc, déjà dans la sélection, en fait, il y a des choses qui sont assez parlantes dans la façon dont les personnes écrivent leurs notes. Ils parlent un peu il y a le CV, enfin, on leur demande aussi un CV. Il y a la capacité aussi à être sérieux dans le dossier parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement brillants à l'école, mais qui nous envoient des dossiers où, en fait, ils se sont dit, bah, comme je suis bon à l'école, ils vont me prendre et il y aura zéro souci. Mais en fait, cet ensemble-là donne quand même déjà une bonne enfin, vision de la personnalité de l'étudiant. Et puis après, donc on a commencé aussi au Togo pour ça, c'est on connaît très bien le système scolaire au Togo. Donc on a aussi des check-in un peu informels qu'on fait sur les étudiants, où on contacte l'établissement où ils ont fait peut-être leur licence ou leur bac. On fait des prises de référence un peu sur leur parcours pour s'assurer que voilà, c'est des personnes en qui on peut avoir confiance. En fait, ce qui est important pour nous, c'est on s'assure que la personne n'est pas issue d'un milieu, enfin, d'un milieu social élevé, donc elle a vraiment besoin d'aide. Et deux, qu'on a aussi le sentiment que la personne comprenne pourquoi nous, on prend notre temps, parce qu'on n'est pas payé pour le faire, on le fait assez bénévolement, pour faire ce genre de projet. Parce qu'on veut chez ces personnes-là aussi une sorte d'engagement à impacter sur la durée. Donc voilà, la morale, le côté moral de la personne. Donc, et c'est tous ces éléments-là qu'on met en fait en bout de chaîne pour faire les sélections, quoi. Et je Oui. dois aussi le dire, c'est que parfois dans les interviews, quand on rencontre vraiment les gens en face de nous, quand ils te parlent de leur vie, de comment ils ont réussi à avoir le bac, comment la famille se débrouille pour financer leurs études. Enfin, c'est assez difficile. Et donc, assez facilement, on fait la sélection de ce point de vue-là. Et ensuite, le check-in qu'on fait en dehors de ce process-là nous permet de confirmer en fait que c'est les bonnes personnes qu'on accompagne, quoi. D'accord. Mais Et non. je vais peut-être prendre un exemple pour illustrer ces propos-là. On avait eu une fille qui avait fait son parcours jusqu'à la licence, s'était arrêtée, avait commencé à travailler. Une fille en informatique. Donc déjà, c'est assez rare que des filles fassent développeur informatique dans nos pays. S'est arrêtée de travailler et qui a postulé à la bourse. Et qui nous a dit, bah, en fait, moi, je vais reprendre mes études parce que j'ai toujours rêvé de faire un master, mais je ne pouvais pas le faire. Je fais un master qui est en partenariat avec l'Université en France, donc c'est un peu cher. Donc je m'engage, moi, à travailler à côté pour payer quasiment 50% de mes frais, mes frais. Si vous pouvez aussi m'aider à faire l'autre moitié. Et en fait, le parcours de la fille et sa résilience donne quand même un aspect, enfin en tout cas une vision assez claire sur son ambition et son envie d'avancer dans la vie, quoi. Donc, et d'ailleurs, cette personne-là, c'est une de nos meilleures étudiantes d'aujourd'hui qui, aujourd'hui, elle est insérée, elle travaille localement et c'est une de nos meilleures ambassadrices, quoi, dans le du projet, quoi. Bah, tu m'as devancé sur ma question suivante. C'était exactement. C'est exactement sur ce point que je voulais échanger. C'est sur l'impact sur les étudiants accompagnés. Et une histoire qui est inspirante, là, l'histoire de cette personne qui réussit à reprendre ses études grâce à Jenna. Euh, donc là, on va parler du mentorat. Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour Jenna d'avoir cette partie de communauté de mentors? En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que ce dont avaient besoin les étudiants, au-delà de l'argent, c'est une ouverture d'esprit. En fait, c'est d'avoir des gens avec qui ils peuvent discuter régulièrement et des gens qui ont vu des choses dans la vie. Parce que ils sont dans leur scolarité, ils n'ont pas aussi d'ouverture sur le monde qu'un étudiant peut en avoir en Europe. En Europe, quand on arrive en licence ou en master, on a déjà fait 2, 3 stages, on a fait des jobs d'étudiants, on a côtoyé le monde de l'entreprise. En fait, c'est des gens qui ont une formation assez théorique finalement, et parfois même un peu de recul sur ce qu'ils peuvent faire avec leur diplôme. Hmm. Et donc, ça a été assez. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on faisait nous dans cette Gina, c'est assez, on va dire, euh, enfin, direct pour nous de dire, bah, en fait, il faut proposer à ces gens-là des gens avec qui ils peuvent discuter régulièrement, ouverture d'esprit, les guider.
Et en fait, on se rend compte que finalement, avec ça, l'étudiant qu'on voit en fin de licence et celui qu'on voit en fin de master, c'est deux personnalités différentes. En fait, on voit que la personne grandit, on voit, et j'ai un cas comme ça, que la personne se donne le droit de rêver beaucoup plus grand que ce qu'il rêvait au début de l'aventure, et pense à des projets auxquels il ne pensait pas au début de l'aventure. Parce qu'au début de l'aventure, sa motivation première, c'est de se nourrir. C'est-à-dire, j'ai un diplôme, j'ai un travail et je m'arrête là. Mais ce n'est pas, OK, j'ai un diplôme, mais c'est quoi le meilleur travail que je peux avoir avec ce diplôme-là? Et donc, c'est aussi la discussion avec les mentors, le parcours de, donc j'ai un cas similaire, enfin, un exemple. Dans Gina, on a quelqu'un qui travaille dans le Big Four, enfin, en audit aujourd'hui, et qui est directeur dans l'audit. Et il avait beaucoup accompagné un jeune qui était à l'époque en master finance au Togo, et qui travaillait pour le service des impôts au Togo. Mais avec un job niveau bac. En fait, il a été recruté sur un concours de l'État pour un job de niveau bac. Et sa famille lui disait déjà que c'était suffisant. Enfin, il a déjà un job, donc c'est super. Enfin, il faut qu'il reste là, et voilà. Et j'ai remarqué qu'en côtoyant ce monsieur-là qui travaille en France dans une firme d'audit, bah, le jeune progressivement a laissé tomber, a démissionné de son job, enfin, de son boulot de service des impôts, a postulé chez KPMG. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il est, je crois, manager chez KPMG au Togo. Et je pense qu'au début de Jenna, il pensait même pas à faire ça. Et surtout qu'on lui disait, sa famille lui disait, bah, franchement, on a beaucoup galéré pour t'aider à aller à l'école. T'as un premier emploi, reste là, pas de risque. Enfin, il y a un adage qui dit chez nous, c'est ce que tu, enfin, en fait, tu as ce que tu as réussi à attraper. Donc, ne lâche pas parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir à côté. Donc, et voilà, donc c'est l'exemple typique de l'impact d'un mentor sur la vie d'un étudiant, voilà, qui rêve beaucoup plus grand et qui a de plus grandes ambitions, quoi, dans la vie, quoi. Très intéressant. Quels sont les objectifs de Jenna pour les années à venir? Notre ambition à nous, c'est de devenir, sur la durée, une bourse de référence. En fait, on aimerait que quelqu'un qui a la bourse Géna soit gage de qualité pour l'entreprise, euh, et que progressivement on devienne un peu la bourse de référence en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique, ils disent, bah, cet étudiant-là, s'il a fait Jena, c'est que c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a la soif d'avancer, d'apprendre, donc vous pouvez l'embaucher sans aucun souci, et voilà. Et que du coup, cette communauté-là grandisse, ça devienne vraiment une vraie communauté d'étudiants, d'alumni Jena, qui s'entraident, et qui, c'est ce que je disais en introduction, qui créent des petits, en tout cas, donc et des petits qui suivent et qui s'affaissent une chaîne. Enfin, et même quand nous, on ne sera plus là dans l'association, en fait, on sache qu'il y a des gens comme ça qui continuent de, de, de faire durer le système et l'association, et que voilà, il y a une vraie chaîne d'entraide qui s'est créée sur la durée, quoi. Donc, c'est notre ambition aujourd'hui. Donc, on s'est lancé au Togo. Aujourd'hui, on est au Bénin. Donc, aujourd'hui, actuellement, on accompagne 14 étudiants, donc 7 au Togo, 7 au Bénin. Mhm. Donc, l'ambition, c'est de continuer comme ça progressivement dans l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas un jour dans toute l'Afrique. Si Dieu nous donne le temps, l'argent, et on a les bons sponsors qui vont bien, pourquoi pas, quoi. Donc, voilà. Justement, comment les personnes qui nous écoutent peuvent-elles aider concrètement l'association? On cherche beaucoup de choses. Déjà, on cherche des bénévoles, donc des gens qui sont prêts à nous aider, à mentorer un étudiant, à animer des masterclass. Donc, par exemple, vous êtes expert d'un sujet, par exemple l'écologie, vous voulez partager votre sujet aux étudiants. Voilà, on cherche des gens comme ça. Ça, c'est, on va dire, de la ressource humaine. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on cherche des gens qui veulent bien nous financer aussi. Ça peut être des entreprises. Donc, on a quelques partenariats aujourd'hui qui nous financent, mais ça peut être aussi des particuliers, soit avec un don unique sur nos pages, enfin, via notre site web, soit via un don récurrent. Et je tiens à préciser donc, que Jena est reconnu d'intérêt général en France. Donc, tous les dons qui sont faits à Jena sont éligibles au crédit d'impôt. Je crois que 60% du don est éligible au crédit d'impôt. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, si vous avez aussi d'autres idées pour l'association, des idées d'actions, des actions qu'on peut mener en partenariat avec d'autres personnes, enfin, avec vous, enfin, voilà. Donc, on est preneur. Voilà. Toute bonne idée qui puisse aider le projet on va dire, à perdurer, à devenir beaucoup plus grand, à s'ancrer aussi dans la durée. On est preneur et on le fait avec plaisir, quoi. D'accord. Non, mais alors,
Là, les 22 et 23 mars, c'est le marché afro-caribéen. Vous avez choisi d'y être présent comme déjà depuis quelques éditions. Qu'est-ce que vous allez proposer aux visiteurs? Nous, sur le marché, ce qu'on propose généralement, c'est, enfin, on a des petites amuse-bouches pour discuter et égayer un peu on va dire, les gens qui viennent sur le marché. Mais en réalité, nous, on ne vend pas de services sur le marché. On a toujours fait ce choix-là. On donne des t-shirts de l'association aux gens qui nous donnent des dons. Donc, on fait ça. Mais on est surtout là pour rencontrer les exposants, pour rencontrer les clients, les gens qui viennent sur le forum, parce que ça nous permet de déjà partager le projet, d'échanger avec les gens, d'avoir des feedbacks. On a eu des donateurs comme ça via le marché afro-caribéen. On a eu des discussions de partenariat aussi avec des gens. Donc, et puis, en fait, ça permet aussi de challenger le projet, euh, j'ai des gens qui sont, j'aime bien l'idée de dire, bah, je secoue un peu le projet, parce que je rencontre des gens, je secoue un peu, et je me rends compte, est-ce que le projet, tel que je le présente, tel que nous le menons, c'est la bonne façon de faire, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apporter ou qu'on peut faire différemment? Et donc, on est vraiment là pour ça, pour échanger, rencontrer, se faire connaître, et puis chercher des bénévoles, partenaires, donateurs, de l'association, quoi. Merci beaucoup, Séti. On arrive à la fin de cet échange. Euh, Où est-ce qu'on peut suivre et en savoir plus sur Jenna? On est présent sur les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, donc Jenna, on est sur Facebook aussi. Et puis on a un site web, donc www.jenna.org. Voilà. Je dois avouer et aussi sur Instagram, donc Jenna officiel. Et on est beaucoup actifs sur LinkedIn et sur Instagram, un peu moins sur Facebook. Donc voilà, mais sur les trois réseaux, vous pouvez nous contacter, on répond généralement dans l'heure qui suit. Donc voilà. Bon, très bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. C'est très intéressant. Je pense que nos auditeurs vont comprendre un petit peu plus l'essence de Jenna, tout l'intérêt qu'a cette association partenaire du marché afro-caribéen de participer à nos événements. Donc, on se retrouve les 22 et 23 mars au 5 rue Saint-Méry à Paris dans le 4e pour pouvoir continuer à faire rayonner Jenna et tous les créateurs du marché afro-caribéen. À bientôt. Merci beaucoup, merci à toi pour déjà aussi l'accompagnement sur le. Enfin, on a fait 2 salons, il y a le troisième qui arrive, donc ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en partenariat, donc merci beaucoup. C'est toujours on va dire, enfin, le mot me vient en anglais malheureusement, mais pour nous, c'est intéressant et encourageant d'avoir des gens qui nous donnent des opportunités de ce type-là. Donc, on est content et on est ravis aussi de vous accompagner dans ces démarches-là, quoi. Donc, Et voilà. ravie de pouvoir participer à l'aventure Jenna, donc avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne- Merci. À bientôt.